Imaginez que vous traversiez un pont en voiture pour rendre visite à un ami. Le lendemain, vous remontez dans votre voiture pour rentrer, mais il n'y a plus de fleuve sous le pont que vous avez traversé la veille. Croyez-le ou non, c'est exactement ce qui est arrivé aux habitants du sud du Honduras lorsque l'ouragan Mitch, de catégorie 5, s'est abattu sur la région en octobre 1998. Le pont de Choluteca, que les autorités locales avaient reconstruit plus tôt cette année-là, s'est retrouvé à sec en quelque sorte, car le fleuve s'était décalé et ne passait plus sous lui. La structure est rapidement devenue célèbre sur Internet sous le nom de pont vers nulle part. Le cours de cette voie d'eau s'est modifié en une nuit. En général, cela prend un peu plus de temps. Un fleuve cessera de couler en ligne droite au moindre changement dans le paysage qui l'entoure. Même une chose aussi minuscule qu'une souris peut affaiblir les berges d'un fleuve. Imaginez qu'une famille de souris décide de s'installer quelque part au bord du fleuve et creuse un trou confortable. Au fil du temps, l'eau pénètre dans ce trou et commence à emporter le sol meuble. Au bout de quelques siècles, le fleuve fera un coude à cet endroit. Et si vous vous inquiétez pour la famille de souris, ne vous inquiétez pas, car elle aura déménagé bien avant que l'eau n'inonde sa maison. Les choses se passent encore plus vite pour les petits cours d'eau, car leur lit lui aussi est petit. Le courant brise les pierres, le sol les absorbe, et voilà qu'un lit de rivière se forme. C'est au milieu du cours d'eau que le courant est le plus fort, et sa puissance façonne directement son lit. L'eau qui coule dans les rivières et les fleuves est chargée de terre et d'autres particules. Toutes ces matières vont de la source à l'embouchure, puis se jettent dans les océans. Dans certains cas, ces particules peuvent aussi s'accumuler, et ainsi, de nouvelles plages, parmi lesquelles probablement votre plage préférée, voient le jour. De l'autre côté du cours d'eau, le courant est beaucoup plus rapide et vient se heurter à la rive voisine. Alors, le processus d'érosion recommence. L'érosion fluviale se produit lorsque l'eau qui coule emporte le sol. Et je dois vous dire que les choses vont très vite dans ce cas. L'eau est si puissante qu'elle peut même creuser dans la roche et créer des gorges. Si les berges d'une rivière sont constituées de matériaux meubles, comme l'humus, c'est-à-dire la terre dans laquelle poussent les fleurs, il est plus facile pour l'eau en mouvement de les éroder. Dans les plaines, les fleuves sont souvent larges et lents, car le sol qui les entoure offre peu de résistance. Vous n'avez donc pas à craindre que les vagues fassent basculer votre bateau sur un fleuve de plaine. Dans les montagnes, les cours d'eau emportent rapidement tout ce qui se trouve sur leur passage, révélant ainsi le substratum rocheux. Les cours d'eau de montagne sont donc généralement figés dans la pierre. Cette roche de fond ne bouge pas d'un pouce. L'érosion est donc responsable des modifications du tracé des cours d'eau, mais il y a aussi les montagnes et les collines. Lorsqu'un cours d'eau atteint une montagne ou simplement un rocher, il a deux possibilités, le contourner ou le traverser. En plaine, les fleuves n'ont pas d'obstacle naturel et choisissent donc un chemin sinueux. Tous ces tours et détours augmentent la longueur du fleuve, de la source à l'embouchure. Le puissant fleuve Mississippi, aux États-Unis, en est un exemple. Il présente de nombreux virages et courbes que l'on appelle des méandres. Rien qu'au cours du dernier siècle et demi, le Mississippi a changé de cours à plusieurs reprises. Le dernier cas majeur remonte à 1876, lorsqu'il a laissé la ville historique de Vicksburg à sec. 2 ans plus tard, une équipe d'ingénieurs américains est venue dans la région pour construire le canal de dérivation de Yazoo, dont la réalisation a duré 25 ans. Grâce à lui, les bateaux pouvaient à nouveau naviguer jusqu'à Vicksburg, ce qui a relancé l'économie de la ville. Ce qui s'est passé dans cette ville du sud des États-Unis au XIXe siècle est une conséquence naturelle de l'érosion fluviale. Les courbes d'un cours d'eau s'accentuent avec le temps, ce qui accélère l'écoulement. L'érosion s'en trouve accrue et les méandres se rapprochent lentement les uns des autres, jusqu'à se confondre. Lorsque cela se produit, le fleuve redevient droit du jour au lendemain, laissant un lac en forme de fer à cheval, à l'endroit où se trouvait le coude. Ce nouveau plan d'eau s'appelle un bras mort. Ces lacs d'eau stagnante s'assèchent, car ils ne sont plus alimentés par une source, ou se transforment en marécages. Dans certains cas, l'homme les utilise comme prairies humides pour l'agriculture. Le lac Chico, dans l'Arkansas, est le plus grand bras mort d'Amérique du Nord. Formé par le Mississippi il y a plusieurs siècles. Le Mississippi prend sa source dans un lac du Minnesota. Mais un fleuve peut aussi naître de la fusion de 2 autres cours d'eau, ou de la simple remontée de l'eau souterraine. Même la fonte des neiges peut alimenter un fleuve,
comme l'Amazone qui puise son eau dans les Andes. Déterminer la source d'un cours d'eau peut s'avérer difficile, c'est pourquoi le débat sur la question de savoir si l'Amazone est plus long que le Nil est toujours ouvert. Ce que les scientifiques savent avec certitude, c'est que l'Amazone transporte plus d'eau que n'importe quel autre fleuve. 1/5 de toute l'eau douce qui pénètre dans les océans de la Terre provient de ce fleuve d'Amérique du Sud. Lorsque vous observez le fleuve Amazone sur une carte, vous remarquez qu'il coule du Pérou au Brésil, c'est-à-dire de l'ouest vers l'est. Cette direction peut sembler étrange si on la compare à celle du Mississippi, qui coule vers le sud sur la carte. C'est déroutant parce que vous savez probablement que les fleuves coulent vers le bas, sous l'effet de la gravité, mais le bas n'est pas forcément synonyme de sud. L'eau qui coule essaie de trouver le chemin le plus facile, il n'y a donc pas de règle en termes de direction cardinale. Le Nil en est le meilleur exemple puisqu'il coule vers le nord, dans la mer Méditerranée. Le nord de l'Égypte, où se trouvent toutes les pyramides, se trouve sur un terrain plus bas que le Soudan. C'est là que le Nil se forme, à la rencontre du Nil bleu et du Nil blanc. L'Ob, en Asie du Nord, et le fleuve Mackenzie, au Canada, coulent tous deux vers le nord-ouest, tandis que le fleuve Jaune, en Asie orientale, coule dans la même direction que l'Amazone, vers l'est, jusqu'à l'océan Pacifique. Ces grands fleuves sont parmi les meilleures preuves qu'un cours d'eau ne doit pas nécessairement s'écouler du nord au sud. La gravité est le seul facteur important qui détermine le sens d'écoulement d'un cours d'eau, car l'eau courante est toujours tirée vers le bas. L'écoulement de l'eau est plus rapide sur les pentes abruptes. Lorsqu'il y a une brusque rupture dans l'écoulement, des chutes d'eau se forment. Le Salto Ángel, au Venezuela, est la plus haute chute d'eau de la planète. L'eau y tombe d'une hauteur de 800 mètres. Faites donc attention où vous mettez les pieds. Dans une cascade, l'eau qui tombe peut facilement atteindre la vitesse d'une gazelle de Thomson. Mais lorsqu'un fleuve approche de la fin de son parcours, il ralentit considérablement. Le cours d'eau n'a plus assez d'énergie pour entamer les terres avoisinantes. Tous les sédiments qu'il a ramassés en chemin, comme le grès, le ralentissent. À l'endroit où un fleuve rencontre l'océan ou un lac, il se débarrasse de ces sédiments et un delta est créé, une terre riche et fertile. Le Gange, en Inde, possède le plus grand delta du monde. Large de plusieurs centaines de kilomètres et visible depuis l'espace. L'Amazone, en revanche, n'a pas de véritable delta car les forts courants de l'océan Atlantique emportent tout ce que le torrent lui apporte. La partie la plus profonde du lit d'un fleuve, qui se trouve en son milieu, s'appelle un chenal. C'est là que le courant est le plus fort, et c'est donc sur ces chenaux que les navires circulent. Lorsque les ingénieurs veulent agrandir une voie navigable, il leur suffit de creuser un chenal plus profond. Et voilà, les grands navires peuvent passer. C'est là une des façons dont l'homme modifie les cours d'eau. Nous renforçons aussi souvent les berges d'un fleuve pour empêcher l'érosion ou nous construisons des barrages qui arrêtent ou détournent le cours de l'eau. Le plus ancien barrage opérationnel de la planète remonte à l'époque des pharaons d'Égypte.